Vitesse limitée sur les routes et les autoroutes. C'est le premier week-end de restriction en France pour les automobilistes. La pénurie de pétrole en est la cause. La conférence de la paix au Proche-Orient pourra s'ouvrir dans 10 jours à Genève. L'Égypte est d'accord pour y participer. Israël confirme sa volonté d'aboutir à des résultats positifs. L'Autrichien Interzer remporte le slalom géant de Val d'Isère. Aucun Français dans les 15 premiers. Les skieurs rendent leurs entraîneurs responsables de ce début de saison catastrophique. Des fermes qui se transforment en hôtellerie, on en parle dans la Haute-Saône, où de jeunes agriculteurs préparent leur recyclage en suivant des stages de tourisme rural. La chanteuse Nana Mouskouri fait sa rentrée la semaine prochaine à Paris. Un reportage chez elle, à Genève, dans la partie magazine de ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Dans les pays où l'on ne roule plus le week-end, à défaut des moteurs, le pétrole continue d'alimenter la plupart des conversations. Les Hollandais réduisent la consommation d'essence de leurs automobiles. Le président Nixon réunit les responsables américains de l'économie et des finances pour préparer une série de mesures de restriction. La presse britannique réclame à son gouvernement une action plus ferme dans des circonstances particulièrement difficiles, juge-t-elle. Et en France, le Premier ministre rassure l'opinion. Au micro de RTL hier soir, M. Messmer a déclaré que son gouvernement avait les moyens de faire face à une éventuelle réduction des approvisionnements pétroliers. Par exemple, comme on l'a dit, une réduction de 15% au début de l'année prochaine. De toute façon, a ajouté M. Messmer, les besoins de consommation devraient diminuer de 10% grâce aux mesures que nous avons récemment adoptées. Parmi ces mesures, il y a la limitation de vitesse à 90 à l'heure sur les routes et à 120 sur les autoroutes. C'est le premier week-end où les automobilistes sont fermement invités à lever le pied de l'accélérateur sous peine de sanctions sévères. Sur les routes, admettons que la consigne sera assez facilement respectée, 90 à l'heure après tout, c'est possible, mais sur les autoroutes, c'est une toute autre histoire et je pense en particulier aux propriétaires de voitures puissantes qui ont l'habitude de rouler à 180 ou 200 à l'heure quand la circulation est fluide. Ils devaient avoir des fourmis dans la pointe du pied ce matin. Robert Werner a fait la tournée des autoroutes et il va nous dire ce qu'il a pu constater à ce sujet. Eh bien, Jean-Pierre Berthet, on peut se poser la question de savoir si tous ces automobilistes qui sont très nombreux ce matin savent que les gendarmes seront très sévères. Ils risquent exactement ceci. Une amende de 160 à 600 francs, la suppression du permis, une peine de prison pouvant aller jusqu'à 8 jours. Est-ce que la vitesse est respectée ce matin? La vitesse est respectée. Nous avons constaté une nette amélioration de la part des automobilistes. Ils sont en net progrès. Est-ce que vous pensez qu'ils vont continuer à respecter la vitesse d'ici ce soir? Oh oui, certainement. En période de week-end, ils ne sont pas pressés et ils tâchent de respecter dans la mesure du possible la vitesse. Est-ce qu'à votre avis, ils sont plus nombreux à être sortis ou pas? Ce week-end, je ne peux pas vous dire parce que je viens de sortir, mais depuis quelques week-ends, ils sont moins nombreux à sortir. À cause de l'essence? Oh, peut-être pas forcément, peut-être à cause des conditions atmosphériques. Alors nous avons posé la question tout à l'heure à plusieurs automobilistes. Respectent-ils ou ne respectent-ils pas la vitesse? Qu'en pensent-ils en tout cas? C'est la télévision. Est-ce que vous savez que la vitesse est limitée? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est assez raisonnable. Vous allez respecter là? Oui. Je pense qu'elle est limitée à 80 sur les nationales et à 110 sur les autoroutes. Vous roulerez toujours à 110? Oui. À part sur les nationales, à moins qu'il y ait des bouchons, des trucs comme ça, mais je trouve que c'est une bonne chose. Hein. Vous savez que la vitesse est limitée? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut la respecter. Vous pourrez avec une voiture comme ça? On s'y fait. Ça ne vous fera pas mal au cœur? Un petit peu quand même, oui. À votre avis, pourquoi ces vitesses limitées? C'est très complexe à expliquer, vous savez. En un mot? En un mot, pourquoi la vitesse limitée? Pour un tas de raisons. Sûrement et certainement pour des causes de sécurité. Pas pour économiser de l'essence? Vous savez, c'est très difficile à économiser de l'essence. Lorsque, comme samedi dernier ou dimanche dernier, on a vu des bouchons incroyables un peu partout dans Paris, est-ce que vraiment on a économisé de l'essence? C'est un problème? Je pense pas. Merci. Vous savez que la vitesse est limitée? Oui, absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, moi je circule en ville, alors ça me dérange pas tellement. Vous savez à combien elle est limitée? À 90? Et sur l'autoroute? À 120? Enfin, je pense. Vous respecterez?
Oh, je pense, oui. Pourquoi est-ce qu'il y a cette limitation? Bah, ce sont des restrictions de pétrole, certainement. Vous pensez que c'est sérieux de réduire la vitesse? Je pense pas que ça change quelque chose. Bonne et mauvaise nouvelle pour les Hollandais. D'une part, l'interdiction de circuler le dimanche est levée à partir du 7 janvier. En revanche, l'essence est rationnée 15 litres par semaine et par voiture, également à partir du 7 janvier. Un rationnement qui devrait permettre d'économiser quelques 30% de la consommation d'essence. Le président Bourguiba est optimiste. Il est persuadé que l'on va vers une détente de l'embargo pétrolier arabe et que la réunion des pays producteurs à Koweït se traduira par un assouplissement. C'est ce qu'il a déclaré hier à un groupe de journalistes français. Habib Bourguiba a par ailleurs révélé qu'il avait personnellement demandé par téléphone à Kadhafi d'approvisionner normalement la France en pétrole. Kadhafi a accepté. Commentaire de Bourguiba, il a toujours eu beaucoup d'estime et d'affection pour moi et ne m'a jamais refusé quoi que ce soit. Énergique protestation chilienne à la suite de l'occupation de l'ambassade hier matin par un groupe des jeunesses communistes. Ce traître attentat, déclare un communiqué du ministère chilien des Affaires étrangères, est le fruit de la campagne publique et effrontée lancée à l'étranger contre le Chili par le communisme international. Dans le même temps, à Santiago, les différents ministères se sont répartis les meubles et le matériel qui se trouvaient au siège du Parti communiste. L'Égypte ira à la conférence de Genève, c'est décidé. À entendre le ministre égyptien des Affaires étrangères, Ismail Fahmi, que voici, l'Égypte veut obtenir rapidement des résultats décisifs. Mais le Caire annonce d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de compromis si Israël continue à occuper les territoires arabes. Décision diamétralement opposée à la politique israélienne, il fallait s'y attendre, puisque le général Dayan, qui vient de rencontrer le chef de la diplomatie américaine, Henry Kissinger, déclare qu'Israël veut la paix, mais ne doit être soumis à aucune obligation. Seulement certains compromis sont possibles. Pour le rendez-vous de Genève le 18 décembre, il règne encore beaucoup d'imprécisions, de la confusion même. Mis à part l'Égypte et Israël, on ne connaît pas encore les décisions de la Syrie, du Liban et de l'Arabie saoudite, les plus proches voisins du champ de bataille. La Jordanie, quant à elle, s'efforce de prendre contact avec l'OLP, notamment l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat, pour présenter à Genève une position unifiée, du moins en ce qui concerne la question des Palestiniens. À ce sujet, précisément, Henry Kissinger, qui apparaît de plus en plus comme le promoteur de la conférence, pourrait rencontrer les représentants palestiniens au cours de son voyage au Proche-Orient la semaine prochaine. En attendant, il s'envole aujourd'hui pour Bruxelles où il tentera d'aplanir les différends qui opposent les États-Unis et leurs alliés européens sur le problème du maintien des forces américaines en Europe. Il faut savoir ce que l'on risque. Imaginez qu'après un repas un peu trop arrosé, ce sont des choses qui arrivent, un de vos amis ait un accident de voiture avec vous comme passager. Eh bien, le tribunal peut très bien vous rendre en partie responsable de cet accident. J'en veux pour preuve l'arrêt rendu hier par la Cour d'appel de Lyon. L'affaire remonte à novembre 72. 3 compagnons de Firminy, dans la Loire, avaient bien mangé, bien bu, chacun payant sa tournée d'apéritif et de digestif. Là-dessus, ils ont repris la voiture et le conducteur, Alain Vioza, n'a pas vu ou n'a pas pu éviter un fourgon de police en stationnement. Ces 2 passagers ont été grièvement blessés dans la collision. Dans un premier temps, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a condamné Alain Vioza, le conducteur, à une suspension de permis et à une amende assez forte. Il avait 1,34 g d'alcool dans le sang au moment de l'accident, ce qui est beaucoup trop. Mais Vioza a fait appel de cette décision, son avocat estimant qu'il n'était pas le seul responsable civil de la collision. Et la Cour d'appel de Lyon vient de lui donner raison au terme de la constatation suivante. Je cite l'arrêt de la Cour de Lyon. Les passagers transportés bénévolement, ayant participé à de nombreuses libations en compagnie du conducteur, ne pouvaient ignorer qu'il pilotait en état d'ivresse. Et les 2 passagers se sont vus attribuer chacun 1/4 de responsabilité. Voilà un jugement qui risque de faire jurisprudence et qui attire une nouvelle fois l'attention sur la méthode suédoise. À Stockholm, il n'y a pas de discussion devant les tribunaux, vous le savez. Quand quelques amis décident de boire un peu plus que de raison, l'un d'eux se dévoue, il reste sobre pour conduire la voiture. Et en France, on finira peut-être par y arriver. Chaque lundi ou presque, vous pouvez lire dans votre quotidien les résultats de telle ou telle élection, cantonale, législative ou municipale.
Ce sont des élections partielles qui ont pour cause le décès d'un élu, l'annulation d'un scrutin, la dissolution d'une municipalité en Conseil des ministres ou la démission d'un ou plusieurs élus. Mais rarement comme à Plaisir dans les Yvelines où l'on vote demain, la démission complète du conseil municipal le 20 novembre dernier. J'ai donc accepté cette démission car les dissensions qui s'étaient révélées au cours des années qui viennent de s'écouler depuis les élections municipales étaient telles que la commune était de plus en plus difficile à administrer. Les élections, c'est vous qui les fixez, je veux dire, c'est vous qui fixez la date. Je fixe la date dans le cadre fixé par la loi, qui est très exactement 15 jours au minimum après la démission acceptée, ou au maximum 2 mois, de manière à ne pas laisser la commune trop longtemps avec une administration composée d'où les élus sont exclus, bien entendu, puisqu'ils disparaissent. Plaisir est une ville en pleine croissance. 6 000 habitants en 1968, plus de 15 000 aujourd'hui, près de 60 000 dans 10 ans. Et c'est en grande partie cette situation qui a provoqué des dissensions au sein d'un conseil municipal déjà difficile à conduire. En 1971, en effet, à l'issue des dernières élections, 3 tendances opposées se retrouvaient à la mairie, à part égale, à l'exception des communistes. La crise devait éclater rapidement, le budget communal était inadapté aux besoins de Plaisir, des choix devaient être faits. Incapable de dégager une majorité au sein de son conseil, le maire sortant qui ne se représente pas devait proposer la démission collective des élus. Demain, il y aura 3 listes en présence. Une liste socialiste conduite par M. Mouton, une liste communiste conduite par M. Perse, les 2 listes devraient fusionner au second tour, et une liste Plaisir dirigée par Fernand Pichon qui regroupe des centristes, des modérés, des candidats favorables à la majorité. Une dernière précision, il y aura 27 élus contre 21 aux dernières élections. Ces jeunes gens sont des agriculteurs. Ils ne sont pas là pour disputer un concours hippique ou pour s'offrir une promenade dans la neige. Ils suivent les cours du Centre de promotion de tourisme rural, un centre qui a ouvert ses portes il y a 2 mois à Fougerolles dans la Haute-Saône, un petit village à 40 km de Vesoul. Vous mettrez en cercle autour de moi. Allez, à vos places. Allez, marchez. Durée du stage, 6 mois. But de l'opération, promouvoir les activités touristiques dans les zones rurales. Il faut donc initier les stagiaires à tout ce qui pourra séduire, attirer le touriste dans les campagnes. Peu d'enseignement théorique. La formation est donnée sur le terrain, avec par exemple des visites de gîtes ruraux. Les différentes possibilités d'accueil en milieu rural, et parmi ces possibilités d'accueil en milieu rural, il y a les gîtes ruraux. Mais dialogue avec le propriétaire, dialogue avec professeurs, pour connaître l'importance de l'investissement et les techniques qui permettent d'aménager au mieux une vieille ferme. Pour savoir aussi comment il faut accueillir le citadin qui restera ici 8 ou 15 jours. Moi, venant du milieu rural, j'ai vraiment envie d'y retourner. C'est-à-dire vos parents ont une exploitation? Oui, mes parents ont une exploitation. Oui. Et j'ai envie d'y retourner dans le but de créer quelque chose, une ferme auberge ou auberge rurale. Enfin, je verrai suivant la région, le cadre et les capitaux, enfin, quel nom il faudra que je lui donne. Essayer justement de respecter le nom. Et vous comptez transformer l'exploitation familiale ou avoir autre chose? Non, je pense que je m'installerai indépendamment. Monsieur, vous avez quel âge? Moi j'ai 47 ans, je suis l'ancêtre du stage, quoi. L'ancêtre du groupe. Ouais. Qu'est-ce que c'est que vous a décidé à venir ici? Ce qui m'a décidé, voyez-vous, je suis breton, j'étais éleveur de canards, j'ai eu un pépin il y a 2 ans avec la maladie de Newcastle, qui a eu la peste aviaire. Oui. Et alors, comme j'avais été suffisamment longtemps dans l'agriculture, j'avais le droit d'être mutant agricole. Et vous qui avez déjà une bonne expérience professionnelle, au bout de 2 mois de cours ici, qu'est-ce que vous en pensez finalement? Eh ben, je pense qu'on nous a offert quelque chose de remarquable au point de vue enseignement, bien au-dessus de ce qu'on pensait d'ailleurs d'après ce qu'on nous avait dit au départ, quoi. Étant donné qu'on nous fait faire connaissance avec tout ce qui concerne le monde rural, enfin, bien sûr pas, si vous voulez, approfondir tous les problèmes, enfin tout ce qui nous intéresse de façon à pouvoir relier des installations touristiques qui permet d'amener un revenu supplémentaire à l'agriculteur, avec tous les problèmes qui se posent aux alentours. Pour certains, c'est une véritable reconversion. Pour d'autres, il s'agit de trouver une orientation afin de rester à la campagne.
Dans un premier temps, le riz est cuit à l'eau. Et si au bout de 6 mois, le stagiaire repart sans diplôme, car ce n'est point le but du centre, il a reçu durant cette période une formation qui lui permettra de faire face à des situations difficiles. Comme but final, c'est de promouvoir toutes les activités touristiques dans le monde rural. Naturellement, c'est une politique, mais cette politique ne peut se faire sans formation. Si bien que le centre, qui appartient à l'Institut rural, c'est-à-dire 4e année de maison familiale, n'est simplement qu'un outil au service des différentes chambres d'agriculture de l'Est de la France, un outil de formation pour toute cette promotion du tourisme rural. Créer des centres comme celui de Fougerolles, c'est contribuer sans doute à juguler quelque peu l'exode rural. C'est aussi éviter que le tourisme, dans les campagnes, tombe entre les mains des spéculateurs et des destructeurs de sites. En pleine tempête, avec des pointes de vent à 100 à l'heure, un cargo roumain est en détresse au large de l'île d'Ouessant. Le Dimbovita, c'est son nom, menace de chavirer d'un moment à l'autre. Des moyens de secours importants ont été mis en œuvre dès le début de la matinée. Un avion Neptune de la base de l'Anbioé et 2 hélicoptères Super Frelon tournent au-dessus du cargo, mais les très violentes rafales de vent les gênent considérablement. Heureusement, ce matin, un chalutier soviétique est passé à proximité. C'est lui qui a récupéré 35 des marins du cargo roumain, mais 4 hommes sont encore en danger de mort sur le Dimbovita. On s'y attendait. Après la première manche disputée hier, le meilleur français, Perrault, classé 25e, ne pouvait pas inquiéter les favoris ce matin dans la deuxième manche. Perrault, que voici, devait finalement se classer à la 24e place, à plus de 7 secondes du vainqueur, ce qui en ski constitue un écart considérable. La déroute de l'équipe de France se poursuit. Les champions rendent des entraîneurs responsables de leur mésaventure. Demain, il ne nous étonnerait pas que dans la descente, nous assistions à une nouvelle défaite des Français. En tout cas, la crise est ouverte. Revenons à la course de ce matin. Le slalom géant, crédité du meilleur temps hier, l'Italien Piero Gross n'a pas produit la même impression d'aisance ce matin. Peut-être la neige fraîche, elle est tombée toute la nuit à Val d'Isère, a-t-elle surpris Piero Gross plus que les autres. L'Italien a perdu près d'une seconde et demie dans la deuxième manche, ce qui est beaucoup pour celui que l'on considère comme étant le meilleur spécialiste du géant. Le chiffre inscrit en bas à droite indique le temps qu'il faut réaliser pour prendre la première place. Gros est battu, il sera 3e au classement général. Le deuxième, ce sera Helmut Schmalz. Ce jeune Italien, qui n'avait fait que de rares apparitions en Coupe du Monde l'an dernier, est probablement le champion de demain. Après l'abandon de son compatriote Toeni, hier, Schmalz devenait l'un des 2 chefs de file de la remarquable équipe d'Italie. Schmalz prendra provisoirement la première place, il se classera en fait 2e. C'est une surprise car on ne pensait pas que la victoire pouvait échapper aux Italiens. C'est un jeune Autrichien, Hans Interser, qui a mis tout le monde d'accord. 3e hier, Interser avait concédé 94 centièmes. Il a réussi ce matin un parcours exceptionnel, reprenant 1,34 à Gross et 23 centièmes à Schmalz. Sur la piste bleue de Bellewaerde, piquetée de 63 portes, Interser a fait preuve d'une maîtrise et d'un sang-froid de vieux briscard sur la glace. Il bat Schmalz de 13 centièmes et gagne le géant de Val d'Isère. Aux éditions Solar paraît un livre consacré à François Sever, mort en octobre dernier. Livre préfacé par son compagnon Jackie Stewart. Un rappel d'une brève mais fulgurante carrière dans le monde fascinant, excitant mais si dangereux de la course automobile. Le monde du rugby par Georges Dutin. C'est dans un autre monde pittoresque celui-ci que Georges Dutin nous fait pénétrer. La parfaite connaissance du sujet donne tout son intérêt à ce livre paru chez Stock, qui est à la fois un rappel de la saison internationale 73 et une projection sur celle qui vient de commencer. Le golf en bande dessinée aux éditions Chancerelle paraît être un jeu bien amusant et moins difficile qu'il est généralement dit lorsque l'initiateur est le grand champion sud-africain Gary Player. Mais ne vous fiez pas trop au sourire et à la décontraction de Player.
Un grand livre de 400 pages aux éditions Stock sur les insectes du monde de Walter Linsenmayer. Un livre remarquable par ses très nombreuses illustrations et qui, par un texte de qualité, nous fait découvrir le fabuleux domaine des insectes du monde entier. Nous voyons ainsi au fil des pages des bêtes étranges, laides, belles, grotesques, utiles ou nuisibles. Walter Linsenmayer a répertorié par groupe les 3 millions d'espèces qui existeraient sur notre planète. Il a consacré l'essentiel de sa vie à les étudier et il est aujourd'hui célèbre dans le monde entier pour ses connaissances, mais aussi pour la valeur de ses dessins et de ses illustrations qui ont fait de lui un étonnant entomologiste. Une sélection de 3 coffrets de musique classique cette semaine et tout d'abord l'étonnant Jeanne d'Arc de Giuseppe Verdi. Cet opéra n'a jamais eu beaucoup de succès en France et pourtant la musique de Verdi n'était pas en cause. Aujourd'hui, l'interprétation de Montserrat Caballé en est remarquable sous la direction du jeune chef anglais James Levin. Sans transition de Jeanne d'Arc au Messie, le célèbre Messie de Handel, ce chef-d'œuvre de l'époque baroque, dont vous reconnaissez le puissant Alléluia, lancé par les chœurs de John Aldis. C'est Karl Richter qui dirige le London Philharmonic Orchestra, spécialiste de Bach et de Handel. Il nous donne un Messie authentique, vigoureux et robuste. Enfin, à quelques jours des fêtes de fin d'année, cet oratorio de Noël composé par Jean-Sébastien Bach en 1734. Les 6 cantates qui composent l'œuvre furent jouées dans les 2 principales églises de Leipzig. Par chance, la partition manuscrite fut conservée. Ainsi, aujourd'hui, 230 ans après, Eugen Jochum et l'orchestre de la radio bavaroise font revivre cette fête de Noël qu'avait imaginé le maître de Leipzig. Derrière chez nous, il y a un étang. Derrière chez nous, il y a un étang. 3 beaux canards s'y vont baignant. Elle n'a pas paru sur scène depuis 3 ans. Elle va donner à partir du 13 décembre une série de 5 galas au Théâtre des Champs-Élysées. Elle est douce, discrète et sentimentale. Pourquoi suscite-t-elle tant de passion? C'est le phénomène Nana Mouskouri. Pour moi, chanter, c'est une... J'ai besoin de ça, ça me rend heureuse. C'est un sentiment peut-être de communication que j'ai toujours. C'est quelque chose qui est plus fort que moi, j'ai envie de chanter. Je chantais depuis très très jeune. Quand je chante, j'ai toujours envie de sentir que je suis aimée par le public, par mes amis, par tous ceux qui m'entourent. Et en chantant, j'ai l'impression que je donne tout ce que j'ai dans mon cœur, tous les sentiments, toute la tendresse et l'amour que je ressens. J'ai envie quand même, mais j'ai envie d'aimer d'abord pour quand même. Comment? C'est chaud? Attends. Je vais te mettre dans le serviette. Je suis une mère et j'adore mes enfants et j'aime beaucoup aussi mon métier. Et pour moi, c'est mes 2 enfants. Mes chansons sont aussi mes enfants. Comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui? Ça a été? Oui, très bien. T'es sage? Oui. Ta fille m'a dit que le carnet hier n'était pas très bien. Ah. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'était pas sonnée à la rythmique. Et qu'est-ce que tu fais alors?
fais la foire avec mes amis, mes copains. C'est obligatoire qu'il y ait des problèmes. Du reste, je crois que c'est mieux qu'il y ait des problèmes. Moi, j'ai eu énormément au début et ça m'a servi énormément parce que le jour où la réussite est arrivée, j'ai pu l'apprécier beaucoup plus que si elle venait d'un coup comme ça. Mon physique n'était pas extraordinaire pour être une chanteuse populaire. Il y a un tas de choses, mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait, si c'est sincère, si c'est bon, si ça touche le public, c'est ce qui est plus important. J'ai appris, d'une certaine façon, d'accepter des choses dans ma vie comme viennent, avec beaucoup de patience, de ne pas demander trop, d'être satisfaite avec ce que j'ai. Il chauffe ce matin. Mais oui, c'est pas une voiture, la locomotive. Mes parents, ils étaient pas riches. Enfin, c'était au moment de la guerre d'abord et c'était assez difficile parce que j'ai ouvert mes yeux plus ou moins dans tous les problèmes qu'une guerre peut apporter. Quand je regarde mes enfants, je pense à tout ce monde qui a des problèmes. J'ai toujours voulu donner à mes enfants ce que moi je n'avais pas quand j'étais toute petite, sans exagérer évidemment. Et maintenant, vous voyez peu vos enfants? Oui, je les vois pas beaucoup, c'est vrai, mais je crois que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, il faut apprécier ce qu'on a. Et on ne peut pas avoir, comme on dit, tout. Enfin, c'est pas possible. Quand je reviens, c'est la joie de les voir me retrouver, de le retrouver. Évidemment, je suis triste quand je pars, mais le départ, c'est toujours triste, mais la joie qu'on a quand on se rencontre, c'est extraordinaire. Très bon. Dis-moi pourquoi tu pleures, enfant. Tu veux pleurer, tu as bien le temps. Tu sembles avoir très peur de l'orage. J'en avais aussi peur à ton âge, mon enfant. Mais si tu me prends par la main, tout sera bien quand le soir descend. Mais si tu me prends par la main, tout sera bien. Je suis très timide, mais je n'aime pas me montrer beaucoup. Je n'aime pas la publicité. J'ai choisi toujours à faire ce qui m'expose le moins. Oh, je pense que j'ai beaucoup de défauts, mais le problème c'est que je ne pourrais pas les arranger. Enfin, je suis un peu, je pense, paresseuse, je suis très désordre, je suis indécise, très bavarde. Pas tomber dedans. Youpi, youpi. Et voilà. La chance, elle vient, mais il faut savoir l'attraper. Et de savoir l'attraper, ça veut dire que de pouvoir l'apprécier quand elle est là. La neige tombe en abondance sur Val d'Isère, la visibilité sur les pistes est mauvaise, la descente non-stop homme, l'entraînement chronométré de la descente a été annulé et on se demande si la course pourra avoir lieu demain. C'est la dernière nouvelle de la matinée, je vous donne rendez-vous à 19h45 pour d'autres informations. Passez une bonne après-midi.